Bonjour et bienvenue sur Les Cousins font leur cinéma. Et aujourd'hui, une vidéo très spéciale car nous avons eu la chance d'interviewer un pilier du cinéma français, à savoir monsieur Claude Zidi, réalisateur entre autres de L'aile ou la cuisse, La Zizanie, Les Sous-doués, Les Ripoux, La Totale, Profil bas, Astérix et Obélix. Claude Zidi, pour rappel, c'est un cinéaste qui a eu 2 Césars. Un pour de meilleurs films pour les Ripoux et un meilleur réalisateur aussi pour les Ripoux. Et maintenant donc l'interview, on va tout de suite se transporter dans les bureaux de Claude Zidi, c'est tout de suite maintenant. Allez vite mettre des glaçons dans le zoo du 5, c'est dans du chemin. Nous mignal. Le travelot, là, au coin, le travelot, interdit en dehors des périodes de carnaval. Le clébard, qui fait pas où on lui a dit de faire. Au youf. De Broglie. Faut signer les chèques. Oh là là, oh non, ça je ne pourrais pas, C'est la fin du mois. Encore? Enfin, les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois. Et puis dans un mois, ce sera encore la fin du mois. Et puis après un jour, ça s'arrête. Tu crois que t'es beau, toi? Ah bah non, mais moi je suis dans la police, ça n'a rien à voir. Claude Zidi, bonjour. Et merci de nous recevoir. Bonjour. Alors, vous êtes pour nous et toute une génération née dans les années 70 et 80, ainsi que nos parents, l'un des maîtres de la comédie française au cinéma. Vous avez signé quelques-unes de ces comédies dont on connaît les dialogues par cœur et qui resteront cultes longtemps. Pour autant, résumer votre carrière à de la comédie serait pour nous totalement injuste, puisque vous avez abordé des films au ton plus sérieux, j'espère qu'on pourra y revenir. Par rapport à ça, on se demandait si, au départ, vous aviez un plan de carrière. Alors je m'explique. Est-ce que la comédie était une réelle envie de cinéma ou est-ce arrivé un petit peu par hasard? Est-ce que vous souhaitiez vous illustrer dans un autre genre que la comédie à la base? Parce que la comédie, pour moi, c'est sérieux. Ouais. Oui, c'est aussi sérieux qu'un film soi-disant sérieux. Oui, est-ce que au départ vous vous destiniez à faire de la comédie ou il y avait quelque chose? Je ne destinais à rien parce que c'est venu par hasard, c'est vrai. D'accord. C'est venu, bon, j'ai commencé... Moi, j'avais envie de faire de la mise en scène un jour où j'écrivais des idées de scénario, où je les développais, des gags, tout ça. Mais j'étais directeur de la photographie, caméraman. Donc, normalement, c'est aussi une carrière. Ça. Voilà, et puis un jour, bon, Philippe Clair j'avais travaillé un peu avec lui sur un film, et il m'a demandé de l'aider à finir un scénario et à faire le découpage technique du scénario. Et puis en faisant ça, bon, j'ai trouvé des gags, j'ai même écrit la fin du film, etc. C'est de la grande Java. Voilà, c'est comme ça que... Et le film a été tourné, Philippe Clair a tourné le film. Ça a été un succès commercial, il a fait plus de 3 millions d'entrées en France. Voilà, et Michel Ardon, le producteur du film, qui m'avait vu travailler sur le plateau, et un peu même, j'ai fourni aussi des pages, m'a demandé si je voulais faire un autre film avec les Charlots. Un film avec les Charlots. J'ai dit oui. Il m'a demandé est-ce que vous avez un sujet. J'ai dit oui, j'en avais pas. Mais dans la nuit, j'en ai trouvé un, et le lendemain, je suis arrivé avec 3 pages. Et les Charlots étaient d'accord pour faire le film. Ça a été Les Billards sans folie. D'accord. Voilà. Ça a commencé à s'enchaîner. Il se trouve que j'adorais la comédie avant. Hein. J'aurais été assistant de René. Est-ce que j'aurais fait des... Vous auriez fait, oui. Sans doute pas. Mais vous étiez cadreur pour Claude Chabrol aussi. Aussi, oui, beaucoup. J'ai Voilà. fait des films avec Chabrol, oui. Voilà. C'est pas forcément des comédies, d'ailleurs. Non, ouais. Surtout sur le Bien boucher. que... Oui. Il y a beaucoup d'humour. Notamment même dans le boucher et tout, c'est pas forcément que dramatique. Il n'y a pas toujours d'humour dans les comédies. Non, Voilà. c'est vrai. Alors justement, donc avec le recul, quelle est l'étape qui vous procurait le plus de plaisir dans la fabrication d'un film? Est-ce que c'était justement l'écriture, la réalisation, le tournage ou la post-production? Ou alors la sortie du film avec la confrontation avec le public? Le succès, je Le le dis succès tout de tout- suite. avec On la ne le sait pas tout de confrontation. suite. Des fois, ça met 2-3 semaines. Ouais. Il y a certains films où ça n'a pas été immédiat. Les Ripoux, par exemple. Les Ripoux, ça n'a pas été Ça a pas été immédiat. un succès? Non, on a démarré à 12 000 entrées le premier jour à Paris. Il y avait 4 films à 12 000 entrées, dont Paris, Texas, d'ailleurs. Ouais. Ah oui. Et la Palme d'Or. Heureusement, j'étais légèrement devant. Ouais. Autrement, on aurait dit, certains critiques bien intentionnés, oh, la Palme d'Or, Claude Zidi, vous voyez. Bon, heureusement, j'avais 100 entrées de plus. Ah, bon, ça va. Ouf.
Mais après, le film, il a terminé à 1 600 000 à Paris, 6 millions en France, vous voyez. Mais le distributeur qui était pesé, à MLF, m'a dit le soir, il m'a dit, oui, bon, les entrées, hein, mais lui, il avait le bouche à oreille des salles. Ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des multisalles où le directeur des salles, il n'est pas à l'entrée, et il ne se fait pas engueuler par les clients quand le film est mauvais, parce qu'il y avait tout. Et à l'époque, il avait des retours des salles. Il m'a dit, attendez, vous verrez dans 6 semaines. Voilà. Et ça s'est fait sur la durée, quoi. Ah, la durée, même une durée... puisque après, le film a eu le César, le César, donc quasiment 6 mois après, et ça a relancé le film, qui a de nouveau fait autant, quoi. Donc il est passé de 3 millions à 6, quoi. On va parler de L'aile ou la cuisse, donc un film qui parle de la malbouffe alors qu'on est en 1976. Est-ce que vous étiez conscient à l'époque de réaliser un film visionnaire ou qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Je suis visionnaire, c'est bien connu. Non, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, c'est impressionnant de voir qu'en fait, il y avait quand même 30 ans d'avance, quoi. Oui, mais qu'est-ce que vous mangez à l'époque? Non, moi, je n'étais pas né. Ah non, mais voilà, c'est ça. Et ben voilà. Toi, t'es né quand le film est vous sorti. seriez né. C'est vrai, mais j'ai pas l'impression... Vous auriez été là, la bouffe était dégueulasse. Sur les autoroutes, il y avait Borel, et c'était vraiment très mauvais, quoi. D'accord. Ah, parce que maintenant, on parle énormément de ça. C'est-à-dire que je trouvais qu'à l'époque, on en parlait moins, quand même. Plus on en parle, plus la bouffe est mauvaise. Parce que c'était un sujet qui était très abordé à l'époque, j'ai pas l'impression. Non, mais il y avait beaucoup de sujets qui n'étaient pas abordés. Les sujets se renouvellent, visionnaires, je sais pas. Oui. Je l'aurais été dans d'autres domaines, alors, et puis j'aurais acheté les bonnes actions. Bon, on va dire que vous êtes modeste. Alors, du coup, on reste toujours sur L'aile ou la cuisse, et on voulait aborder le cas Louis de Funès. Oui. Comment s'est passée votre collaboration avec lui? Est-ce qu'il était plutôt facile à diriger comme acteur, ou est-ce qu'il s'immisçait beaucoup dans votre travail de metteur en scène? Comment il était sur le plateau? D'abord, c'est quelqu'un d'assez discret, assez timide. En tout cas, moi, c'est tel que je l'ai constaté sur 2 films. Et qui ne s'est absolument pas immiscé dans le travail, ni à l'écriture, ni au niveau du placement des caméras, des trucs. Et je dirige pas de Funès. Non. Non, On ne dirige pas, quoi. Non, on attend qu'il soit content de ce qu'il a joué, parce qu'il veut refaire une autre prise, et il a sans doute raison, parce que, voilà. Pourquoi? Alors on avait lu que Pierre Richard avait refusé le rôle qui était attribué à Coluche, et on voulait juste savoir pourquoi. Je ne sais pas très bien pourquoi. Est-ce qu'il n'avait pas peur de se Moi, confronter? la raison qu'il m'a donnée, c'est qu'il n'aime pas le scénario. Ah, il n'aimait pas le scénario à la base. Donc ça s'est arrêté très vite. Okay. Je ne vais pas le convaincre que le scénario est bon, je ne sais pas si le scénario est bon. Très difficile de convaincre quelqu'un qui n'aime pas quelque chose. Surtout vous aviez moi, non, en tout cas moi j'y arrive pas. Déjà j'ai du mal à me convaincre moi-même, mais alors convaincre les autres, là, c'est épouvantable. Mais c'est quand même étrange parce que vous aviez travaillé 2 fois avec lui quand même. Bah oui, je sais pas. Alors est-ce que derrière il y a un problème d'argent avec la production, etc. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a eu un chant? Je ne sais pas. D'accord. Mais il m'a dit, voilà la raison, je vous dis ce que ça raison. D'accord. Je vous la donne, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Bah ouais. Non, mais nous, on s'était dit, est-ce qu'il n'a pas eu peur de se confronter à De Funès? Parce que De Funès, quand même, c'était un monstre à cette époque-là. C'était un monstre de la comédie. Non, parce qu'il était d'accord. On a été voir De Funès ensemble au théâtre. De Funès jouait à l'époque la valse du Toréador. Et voilà, on a parlé avec lui. C'était... Vous savez, il a dit non à 15 jours du tournage. Ah ouais, d'accord. Parce que j'ai fini le scénario à 15 jours du tournage, quoi. Et Coluche a accepté tout de suite, du coup comment vous avez fait pour vous retourner? Coluche était fou de joie. Il m'a dit, je le fais à l'œil. Son agent n'a pas été d'accord. Et d'ailleurs, il y a un problème entre son agent et puis Fechner, Christian Fechner. Bon, Lederman, Fechner, je crois qu'ils avaient travaillé ensemble. Et du coup, il y a eu un conflit d'agents et il y en a un qui voulait ça et l'autre qui voulait ça. 3 fois moins. Et donc à un moment, j'ai dit... téléphone à Coluche, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux faire le film absolument? Il m'a dit, oui, absolument. Bon, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe la poire en 2. Alors, on a pris la somme au milieu. Et j'ai téléphoné à Fechner. J'ai dit, voilà, il est d'accord pour telle somme. Il m'a dit, ok, d'accord. Alors, en scrutant votre filmographie, on a remarqué qu'il y avait un élément récurrent.
c'est l'aspect gadget technologique comme ressort comique. C'est un élément qu'on retrouve dans beaucoup de vos films, L'aile ou la cuisse avec l'usine Tricatel, La zizanie, Les Sous-doués avec La machine à apprendre, Les rois du gag, Association de malfaiteurs avec le trucage du faux loto. Et on a l'impression que vous avez un rapport particulier avec ce qui est trucage et innovation technologique. Est-ce que c'est une obsession de votre part ou c'est totalement inconscient ? Ah non, c'est pas du tout une obsession. Je suis pas très futé d'ailleurs dans ce domaine, mais c'est souvent intéressant pour le scénario, pour l'évolution de l'histoire, oui. Et c'est pas forcément un élément qu'on retrouve dans les comédies habituellement. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trouvailles de visuels comme ça, de gags visuels, de gadgets technologiques qui servent l'histoire, qui servent la comédie. Moi, j'aurais pu être un petit inventeur. Voilà, c'était ça la question qu'on se posait. Est-ce que un petit Géov trouve tout, voilà, un truc comme ça, ou le truc, la série américaine là avec. MacGyver. MacGyver. Alors, dans un numéro de... tiens, voilà, je l'ai là. Dans un numéro de première datant de mars 85 que j'ai trouvé un peu dans mes vieilles archives, là, on apprend que vous aviez interdit l'accès au journal pour les projets presse de première concernant les ripoux et les rois du gag. D'après eux, alors je dis bien d'après eux, ce serait à cause d'un de leurs sondages concernant Banzai qui sous-entendait que le film était peu apprécié des spectateurs alors qu'il avait été un succès en salle. Alors, est-ce la véritable raison de cette interdiction ? C'est-à-dire, je voulais vérifier avec vous, justement, je voulais en profiter pour vérifier, est-ce que c'est vrai ? C'est un billet qui a été écrit par Marc Esposito. Ah oui, non, j'en voulais beaucoup à Marc Esposito à l'époque. D'accord. Parce qu'il m'avait démoli... ils avaient fait un premier journal, avant-première, je sais pas, il travaillait aussi là-dessus, et il me démolissait même si j'avais pas de film à l'affiche. D'accord. Bon, je veux bien qu'on me démolisse quand je sors un film, mais quand il n'y a pas de film, 6 mois plus tard, ou quand il y en aura un, peut-être 6 mois plus. Vous me dites, mais pourquoi tout d'un coup ? Mais c'était un truc qui... C'était récurrent chez lui. Toutes les semaines. D'accord. Il me dit, à propos de tout et de rien. Je me dis, vraiment, il m'en veut, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est aussi bête que ça. C'était, On s'est réconciliés depuis, vous êtes je crois, réconciliés. autour d'une partie de poker, vous voyez. D'accord. Et je lui ai fait tapis aussi. J'ai pris ses jetons, donc ça n'a... Donc, en fait, il n'y a pas eu d'autres cas similaires avec d'autres journaux. C'était vraiment concernant Marc Esposito. Ah oui, c'était Marc Esposito, vraiment... exactement. D'accord. Mais il est très sympathique. Ah oui, non, je le connais pas. Il est devenu metteur en scène, il ne peut Oui. pas être antipathique. Oui, c'est vrai. Complètement, quoi. C'est vrai. En 91, vous écrivez et réalisez La Totale. Et moi, à titre personnel, c'est le premier film réalisé par vous que j'ai vu dans une salle de cinéma. Et je m'étais fait d'ailleurs... Je suis très vieux. Et moi. Et du coup, je m'étais fait la réflexion en sortant du film. Je m'étais dit, on dirait un film américain. Et ça n'a pas loupé, parce que 3 ans plus tard, ça l'est devenu avec le remake avec True Lies, réalisé par James Cameron. Donc, on voulait savoir comment s'était passé le projet True Lies. Est-ce que vous avez rencontré James Cameron et est-ce qu'il vous a demandé de vous impliquer dans la réécriture du remake américain ? Tout ce qu'a écrit Cameron, c'est une signature en bas d'un contrat. Ouais. Par rapport avec moi. Ah, d'accord. C'est tout. Vous n'êtes jamais rencontrés alors ? Ça s'est fait à distance. Ça s'est fait à distance. Par avocat interposé, etc. D'accord. Oui. Ça a été... Oui, non, j'ai fait ce film. Alors, visionnaire, je me suis dit, tiens, je vais faire un film qui va être acheté par Cameron et joué par Schwarzenegger, vous voyez. Et que je vais vendre $1. C'est le prix que j'ai vendu aux États-Unis. $1. J'ai fait un contrat parce que je n'étais pas intéressé. Je voulais les intéresser aux bénéfices et voilà. Ah, vous avez bien joué. Oui. Ouais. Mais est-ce que vous savez, vous savez quel est l'élément du film de La Totale qui a donné envie à James Cameron de faire le remake ? Écoutez, j'ai été un jour, j'ai pris le Concorde parce que j'avais rendez-vous avec un copain français qui venait à l'American Film Market, qui a lieu tous les ans à Los Angeles. Alors moi, j'ai fait faire une cassette doublée en anglais. Ouais. Et j'ai pris le Concorde avec ma cassette. J'ai été à New York. J'ai loué une voiture. J'ai traversé les États-Unis en voiture. C'est une petite parenthèse comme ça. C'est assez marrant. Et je suis arrivé avec ma cassette. Cette cassette a circulé pendant la manifestation, si vous voulez. Elle est tombée dans les mains du fils de Schwarzenegger. D'accord.
Et il savait que son père et Cameron cherchaient une comédie populaire à faire. Donc il l'a filé à son père, et son père l'a vu et a téléphoné à Cameron. Ah, je viens de voir une petite comédie française. Il y a un sujet là intéressant. Et le film s'est fait relativement rapidement. D'accord. Donc, Très rapidement. Mais. Très rapidement. Bah oui, parce que Ça a été signé très vite, Ouais. d'accord. Voilà. Alors, on avait 2 questions sur le film 2. Alors, un film, c'est vrai que... Heureusement que j'ai pas fait le film 1000. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai, il faut que je... Allez. Un film, bon, c'est vrai qu'il détonne dans votre filmographie, bon, puisque vous attaquez au drame pur, même si vous nous avez dit que la comédie, c'est très sérieux aussi. Oui. Mais là, on est quand même dans le drame, quoi. Depardieu et Marouchka Detmers, ils sont vraiment excellents. Bon, pour nous, c'est même un de vos meilleurs films, voilà. C'est inquiétant. Ah bon. Alors, comment vous expliquez son échec au box-office? Parce que j'ai vu arriver les critiques de Libé et de Nouvelle Ah oui, alors voilà. tout ça. Ouais. Et c'est la première fois qu'ils arrivaient, je me suis dit, voilà, le film va se ramasser. Ça n'a pas loupé. Ça a été mal reçu, ça a été très très mal reçu par la presse, enfin, en général ou Ah non, pas du tout, au contraire. Ah d'accord, non, Ils ça a été disaient en beaucoup sens... de bien. D'accord. C'est ce qui m'a inquiété. C'est ce qui vous inquiète. Ah, d'accord, ok. C'est que Libé en dise du bien, quoi. Bah oui. D'accord. Mais alors, comment vous expliquez donc un petit peu l'échec au box-office de ce film-là? J'aurais dû faire une comédie sur le même sujet. Ouais. Parce on est plus ou moins... je suis pas fait pour le mélo, le drame, voilà. Le spectateur doit le sentir, quelque part. Ouais. Il faut être... oui. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était Ah non, bien mais écrit, que j'ai c'était trouvé très un petit sincère. comique. Moi, il y a même des moments, ça m'a fait penser à du Truffaut. C'est un peu une romance à l'envers, j'ai trouvé, et que c'était plutôt bien monté, que c'était très sincère. Oui, mais c'est au-delà de... C'est un film, il y a un message qui vient, qui est global, qui vient du film globalité, Ouais. qui la façon dont il est fait, la longueur des plans, la présence de la musique, le jeu des comédiens, tout ça. C'est même si le film est peut-être bien tourné, les comédiens excellents, il y a un autre message qui passe, qui est totalement subliminal, Ouais. mais qu'on a du mal à analyser, évidemment, mais qui tient souvent la personnalité profonde du metteur en scène. Et pourquoi à ce moment-là vous voulez Donc, j'ai pas une personnalité propre Ouais. je pense, oui. Mais pourquoi à ce moment-là vous voulez vous attaquer à ça? C'était un moment dans ma vie, je voulais parler un peu de ça. Vous vouliez parler de ça à ce moment-là? Du couple, la difficulté de la négociation amoureuse, en quelque sorte. Le principe de précaution appliqué aux sentiments. Ouais. Voilà. Ouais. Donc il y avait un peu une part autobiographique dans ce film? Oui, un petit poil. En tout cas, c'est un très beau film. Oui. Voilà. Donc, concernant le compositeur Vladimir Kozma, avec qui vous avez travaillé à 10 reprises, si je ne me Oui. trompe pas, comment se passait votre collaboration avec lui? Est-ce qu'il composait sa musique à partir des rushs qu'il visionnait, ou est-ce qu'il avait déjà une idée de la BO au moment de la lecture du scénario? Est-ce qu'il fallait lui donner beaucoup d'indications? Comment ça se passait? Non, il fallait lui montrer un peu le pré-montage, etc. Voilà, il commençait... Voilà, et puis il faisait la musique qu'il avait envie de faire, quoi. Vous lui donniez pas de directive, quoi, finalement? Non. D'accord. Il me faisait écouter au téléphone et... Ah ouais, au Oui, téléphone? il me dit, voilà, j'ai trouvé un petit thème comme ça, et il me pianotait, je lui dis, Ouais. formidable, t'en as un autre? Ah, il est moins bien. Histoire de dire, quoi. Ouais, Ça veut d'accord. dire, ah, c'est rigolo. Ouais. Voilà, il est quand même un excellent musicien. Ouais. Et surtout, la comédie, il connaît très bien. Et actuellement, j'entends souvent la musique de certains des films, De l'aile ou la cuisse, notamment. en particulier les loups à la cuisse. Eh oui. Oui, à Tout la d'un télé, coup, dans c'est- les À la pubs, télé, ouais, ça repasse encore. Bah oui, ça passe dans les pubs. Ouais. Donc même dans la musique visionnaire. Alors je cours, je me dis, il passe mon film, pas du tout. Ah mais vos films, ils les ont passés Oui, un nombre incalculable de fois. Hein. En 99, en 1981, vous posez les bases de ce qui deviendra la saga Astérix. Alors bon, nous, on a toujours trouvé que c'était vous qui aviez réalisé l'adaptation la plus fidèle de la BD. Je sais que ça va un petit peu à contrario de ce qui se dit d'habitude, puisque tout le monde pense que c'est Mission Cléopâtre qui, souvent on a dit, c'est celui qui se rapproche le plus et tout, alors que moi j'ai toujours trouvé que c'était le vôtre. Enfin, alors,
alors par rapport, notamment je me base par rapport au casting, Depardieu en Obélix, Galabru en chef du village, même si en âge canonique, ils ont vraiment la gueule des personnages quoi, de la BD, et tout donne l'impression de voir la BD sur grand écran. Alors, c'était un peu le pari. Hein. Voilà, et à ce niveau-là, c'est très réussi. Le film a été un carton, je crois que c'est un de vos plus grands succès. Quoi. C'est le plus grand. C'est le plus grand, voilà. Comment se fait-il que... C'est le plus cher. Et c'est le plus cher. Alors comment se fait-il que vous n'ayez pas réalisé la suite, justement? Non, j'ai pas voulu. Et qu'est-ce qui a fait que vous ne vouliez pas réaliser la suite? C'est pas très bien. Ça se passait pas très bien? Non, je ne sais pas. Ah, vous savez pas? J'ai dit non, c'est tout. D'accord. Malgré Je vais pas tellement analyser, j'avais pas envie. Vous n'avez pas envie? Malgré le Vous succès, n'avez pas le envie. carton? Quand vous voilà, vous n'avez pas envie. Comme ça, tout d'un coup, on vous dit, alors tu fais le prochain, il dit non. Ah bon. Et d'ailleurs, j'ai eu raison de dire non. La preuve, c'est que le prochain a très bien marché, mieux marché. Oui. Le suivant. Enfin, le vôtre Non, a plus bien marché ça aussi. leur a permis de rebondir. Je n'ai pas fait ça pour ça, hein, évidemment, mais finalement, ils ont été dans une autre direction avec un autre casting, finalement. Oui, un autre casting. Beaucoup plus un casting Canal+. Beaucoup plus Canal+. Et moi, c'est ce que je n'ai pas aimé. Et donc une autre clientèle supplémentaire. Oui. C'est-à-dire les 14-30 ans. Ouais. Comment ça se passait avec avec Claude Berry, parce que vous avez travaillé à 2-3 reprises avec lui, si je me trompe pas. C'était un producteur qui intervenait beaucoup, comment ça se passait un peu, parce que ou alors il vous laissait travailler. Oui. Ouais. Oui, c'était un bon à partir du moment où il décide de faire le film. Bon, il fait confiance. D'accord. Tout est basé sur la confiance réciproque et voilà. Et souvent, il faisait ses films pendant ce temps-là. Oui, voilà. Ouais. J'ai pas tellement vu les producteurs sur les plateaux. Hein. D'accord. Souvent, quand ça roule bien, Quand ça roule bien. ils ont autre chose à faire parce que leur travail, c'est plutôt en dehors du plateau. Ouais, Fechner venait plus souvent, par exemple, sur les Charlots, parce que il était agent, il était leur agent, etc. Il est producteur en plus. Donc il avait besoin de leur parler. Sur les Loulacus aussi, parce que De Funès, quand même, il sortait il y avait des problèmes un peu d'assurance. Il fallait que parce qu'il avait été malade. Le film soit fait en 6 semaines. Voilà, c'était signé ça, le film. On a le rôle de Funès en 6 semaines. Ben non, on a fait 12 semaines. Donc, du coup... D'accord. Mais des fois, il faut mentir, parce que autrement, on n'y arrive pas. Vous avez travaillé avec les plus grands, Depardieu, De Funès, Belmondo, Annie Girardot, Philippe Noiret. Si vous deviez réaliser un film aujourd'hui, quel acteur et actrice souhaiteriez-vous diriger? Moi, alors, je prendrais Dujardin, Danny Boone, l'acteur des Tuches, Jean-Paul Rouve, 5-6 autres. Voilà, je les prendrais tous. Je ferai un film qui marche. Mais pourquoi? Pourquoi ces acteurs-là? Je veux dire, d'abord parce qu'ils sont bons. Voilà. Souvent, l'acteur, vous savez, c'est le sujet. Et moi, j'ai fait des films où c'est l'agent qui m'appelait en disant, tiens, est-ce que vous voulez pas faire un film avec... Ça dépend. Bon, par exemple, les Ripoux, on a d'abord écrit un premier scénario avec Simon Michael. Et puis, bon, c'était pas satisfaisant. Et on a pensé au personnage principal, on s'est dit, mais qui on voit pour faire René? Et on a pensé à Noiret. Et à partir du moment où on a pensé à Noiret, on a réécrit le scénario. Par rapport à... Avant, c'était un peu les pieds nickelés dans la police. Et là, tout d'un coup, ça a installé une autre forme. Une autre ampleur. Une autre comédie. Il n'y avait pas besoin de gags. Il fallait lui trouver un passé, il fallait lui trouver... Voilà, un autre travail. Vous êtes adapté en fonction du caractère de l'acteur. On a un peu approfondi le personnage. Voilà, on s'est aussi posé une deuxième question qui était intéressante, qui nous a amené aussi quasiment la moitié du film. C'est pourquoi un jeune flic qui débarque, qui vient de l'école, deviendrait en 10 minutes de film un ripou. Alors qu'apparemment il était bien placé, il a choisi Paris, il a l'air honnête, etc. Voilà. Donc c'est tout. Et après, c'est 45 minutes du film. C'est pas 10 minutes. C'est pas 10 minutes, c'est quand même. Oui, ça devient. Parce qu'on ne devient pas un ripou comme ça, quoi. Il faut aller dans un restaurant russe d'abord, avec il faut une jolie. Une jolie femme dans les pattes. Voilà. Et là, tout le monde bascule. Voilà. Cherchez la femme. Est-ce que vous avez un regard sur Netflix?
Vous savez, cette plateforme de téléchargement où on regarde des films, on consomme de la série. Netflix appelle maintenant des grands réalisateurs du style Scorsese et tout ça pour faire les films chez eux. Quel regard vous portez sur ça ? Est-ce que ça vous inquiète par rapport à l'avenir du cinéma ou pas du tout ? Vous trouvez ça bien ? Quel regard vous portez sur cette espèce de révolution, en fait, un peu entre guillemets, quoi ? Bon, j'ai Netflix, sur ma tablette, j'ai Netflix. Et d'ailleurs, j'ai vu pour la première fois une série récemment qui est sur la drogue en Colombie. Ah oui, Narcos ? Narcos, oui. Ouais, très bien. Bon, oui, c'est très bien fait. J'avais lu le livre du fils avant, donc j'avais envie de me plonger un peu là-dedans, très bien fait. Ça évolue tellement vite, de toute façon, tout ça. On dit, demain, il y aura encore autre chose, ou ça va évoluer. Et je me demande d'ailleurs si un jour, on ne passera pas les séries dans les salles. Ah oui, c'est... Ouais. C'est vrai. Sur 5 heures, 6 heures. Ouais. Il n'y aura pas des séances de 8 heures. Finalement. Non mais peut-être. Peut-être, ouais. Bah oui. Ouais. D'ailleurs, il y a des gens qui voient les séries sur la journée, chez eux. Ouais. Mais ils sont dérangés par le téléphone et autre chose. Donc un jour, ils iront voir ça dans une salle. Dans une salle. Moi, je voulais juste savoir sur quel tournage vous vous êtes le plus marré, le plus éclaté. Voilà. Non, j'aime bien le tournage. Bon, j'étais habitué, j'ai commencé comme assistant stagiaire, assistant opérateur, caméraman, directeur de la photographie. J'ai participé à peut-être 150 ou 200 tournages différents, publicités, courts-métrages, super films américains, style Le Jour le plus long, ou Charade, ou autre. Vous voyez, donc vraiment de tous les styles. Donc c'est un univers que je connais bien, où je suis à l'aise. Ouais. C'est ça, parce que pas évident un tournage, une équipe sur un plateau. Il y a toutes ces tensions. C'est pas il faut savoir metteur en gérer scène qui a jamais fait, qui débarque sur un tournage. On ne comprend strictement rien, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas qui fait quoi, etc. Pourquoi on attend, etc. L'écriture et le tournage. D'accord. Bon, la préparation, on rame, parce qu'il faut trouver les comédiens, il faut trouver les seconds rôles, il faut trouver les décors. On n'a jamais le décor idéal. Le décor idéal, il faut le construire. Ah oui, que font les Américains. Oui, en studio. Vous n'êtes pas gêné par la lumière, vous mettez des fonds verts derrière les fenêtres et vous êtes où vous voulez. Vous voyez, ça c'est... Voilà. Alors que nous, à Paris, vous trouvez un beau décor, mais on vient vous dire, la production vient vous dire, oui, d'accord, c'est bien, mais on ne peut pas amener les camions, ni les groupes. Vous voyez, c'est toujours... Oui, c'est compliqué, il faudra que les mecs ils portent les projecteurs pendant 3 heures, des heures sup, puisque tu... Bon, oui, et puis j'aime pas trop le montage, alors qu'il y a des metteurs en scène qui adorent. Bah oui, justement, parce que vu que moi le film, je monte globalement, c'est-à-dire séquence par séquence, mais je donne des directives et je reviens quand la séquence est montée. D'accord. Je refais, je remonte, je redonne d'autres directives en fonction de ce que je viens de voir, et comme ça. Puis voilà, ça j'aime pas trop, parce qu'en plus on voit tout ce qui manque, et surtout on voit ce qu'on a tourné, ce qui est pire. Et il faut faire avec, on ne peut pas revenir en arrière, alors que les Américains font direct tech, ils montent au fur et à mesure. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment le film à la fin du tournage, et ils ont les acteurs sous la main, dans le même état, ils ont toujours ils ne sont pas coupés les cheveux entre-temps, alors que nous appeler un comédien 2 mois après, il a changé de physionomie des fois. Oui, donc ça vous est jamais arrivé de retourner des scènes après ça m'est arrivé pendant le tournage. Oui, d'accord. Retourner, je me souviens, dans Les Ripoux, il y avait une scène, on avait tourné la nuit à Aubervilliers, une décharge. Ouais. Il tombait de la glace quasiment. On a tourné, parce qu'on tourne, mais les acteurs n'étaient pas bons, la scène était mal filmée, enfin on n'était pas à l'aise du tout. Ouais. Ça, vous l'aviez vu au Rush, du coup, et on l'a vu au Rush, on a essayé de la monter. Ouais. Donc on est revenu, et ça allait mieux quand même. Juste alors une petite question sur un acteur que nous on aime beaucoup, c'est Julien Guyomard. Oui. Dont on parle quasiment jamais parce que c'est un acteur qu'on voit dans 150 films, mais dont on ne connaît jamais le nom. Bon. Est-ce qu'il y a une explication au fait que ça n'a jamais pu un acteur de cette trempe devenir un premier rôle ? Voilà, on s'est toujours posé la question, pourquoi Julien Guyomard il a fait des films
En tant que premier rôle? En premier rôle. Ouais. Mais bon, il a pas fait celui qui... Ouais. Voilà, vous savez, c'est une question de chance. Hein. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été une tête d'affiche, quoi, Julien Guillaumard. Non, c'est toujours... non. Et alors que... Enfin, Non, mais il y en a beaucoup d'acteurs comme ça. mais il y en a énormément. Excellent. Ouais. Mais Dans l'histoire du cinéma, alors, là. Oui, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que Je revois beaucoup de films en noir et blanc. J'aime bien la période des années 30, 40 ou 50 même. Films cinéma français ou même américain. Bon, vous avez des acteurs formidables bon, qui n'ont jamais... Et qui n'ont jamais été... Je sais pas, ouais, Carrette, Jean Tissier. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être pas. Non. Carrette est un acteur extraordinaire. Bon, c'est des... Voilà, c'est comme ça, c'est des personnages. En tout cas, c'est des acteurs merveilleux. Moi, j'ai adoré. J'ai tourné avec Pied Plus, j'ai tourné avec Guillaumard, d'autres comme ça. Vous savez, Galabru, il a fait 2-3 films comme ça en vedette, mais il a fait 150 films. C'est vrai. En second rôle. Galabru. Ouais, c'est Galabru. Et les gens l'adoraient. Ouais. Il était formidable, C'est mais... vrai. Après, c'est la rencontre. Après, même aussi à la rencontre un personnage, c'est pas toujours des comédiens, il n'y a pas toujours de personnages principaux pour eux. Tu avais une dernière Moi, question. c'est juste une question de la part de ma petite fille qui a 11 ans, qui a vu La Zizanie un nombre incalculable de fois, et qui vous demande, alors j'ouvre les guillemets, si vous n'aviez pas eu des maux de crâne lorsque vous tourniez La Zizanie, tellement le film fait du bruit. Voilà sa question. Tellement le quoi? Tellement le film fait beaucoup de bruit avec toutes les machines, etc., etc. Si vous-même, en tant que réalisateur, vous n'avez pas eu des fois mal à la tête? J'ai pas eu mal à la tête, mais c'est vrai que ça gêne tout le monde, quoi. Ouais. Mais c'est le principe, elle parle des scènes qui se déroulent dans la maison. Voilà, toutes ces scènes-là. Ah oui, mais il fallait que ça couvre. Même les comédiens, quand la machine était dans le champ, elle fonctionnait. Ouais. Donc elle faisait du bruit. Donc le son n'était pas bon. Et tout a été refait au doublage, évidemment. D'accord. Voilà. Mais ça est... Mais j'ai pas eu mal à la tête, rassurez votre fille. je vais lui dire, parce que, mais il n'a pas eu mal à la tête quand il a tourné, parce que ça fait beaucoup de bruit quand même. Alors, dans votre carrière, de quel film êtes-vous le plus fier? Et inversement, si vous avez un film que vous regrettez le plus dans tout ce que vous avez fait? Ouais, non, je suis pas fier de rien. Enfin. Ouais. Je suis content, c'est différent. Et je suis heureux, mais fier. Ouais. Et il y a un film que vous regrettez d'avoir tourné? Plusieurs. C'est vrai? Lesquels, par exemple? Je ne le saurais pas. Bon. Je vais pas les dénigrer, mes petits films. Enfin, attendez. Non, mais c'était vraiment. Alors après, vous allez y regarder. On dit, le metteur en scène, pas de regrette, arrêtez. Merci beaucoup, monsieur Zidi. Merci beaucoup. Puis bravo pour vos critiques. Bah, merci. Je vous vois sur YouTube. Sur YouTube. Ouais. Voilà. C'est vous sympa. amusez bien avec ça. Ah nous, oui. Vous êtes abonné alors? Je sais pas, j'ai dû m'abonner. On va dire oui, en fait. Mais non, mais comment on s'abonne d'ailleurs? Il faut créer un compte sur YouTube et puis juste cliquer sur un bouton abonner. Ouais. Je vais être abonné alors. Voilà. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.